Donc ça fait à peu près 1 heure et demie que j'ai tourné la vidéo. J'étais trop contente en plus de ma vidéo. C'était une vidéo un peu spontanée et je la referai de toute manière. Mais c'est vrai que là, je me voyais pas du tout la refaire et que quand c'est comme ça, je préfère passer à autre chose, faire autre chose et y revenir quand ce sera le meilleur moment. Et donc au montage, je me suis rendu compte que le son n'avait pas été pris par mon micro, mais je pense par mes écouteurs. Donc autant vous dire que le son était très mauvais. J'ai essayé pendant 1 demi-heure de regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de régler le problème du son, d'essayer un petit peu de l'améliorer, etc. J'ai essayé, mais pour moi, il est hors de question que je vous poste une vidéo avec un son si nul, si mauvais, si pourri. Alors que j'ai un micro qui est très bon. Donc j'espère vraiment que là ça ira, sinon eh bien je vais pleurer. Normalement là c'est bon je pense avec ce que j'entends. Je ne sais pas si ça vient du micro qui est mal branché, de mon adaptateur qui commence à être un peu fatigué alors que ça fait pas longtemps que je l'ai. Je ne sais pas d'où ça peut venir et franchement ça m'est arrivé la semaine dernière encore sur une vidéo. Je voulais sortir une vidéo comme je me suis donné des jours, mais en fait si je m'écoutais je crois que je sortirais une vidéo tous les jours. Et c'était à un moment donné où je sais plus, je crois que c'était mercredi ou je sais plus quand. Et en fait le son était vraiment pareil, le même problème. Je crois qu'il venait de mes écouteurs ou je sais pas. J'étais tellement dégoûtée que je me suis dit tant pis, j'en fais pas. Et j'y reviendrai plus tard quand je serai calmée. Sauf que là j'avais vraiment envie de sortir une vidéo. Donc j'espère vraiment que le son sera bon et sortira de mon micro et pas de je ne sais pas d'où sur la terre. Parce que c'était vraiment mauvais. Et je pouvais pas me permettre de vous sortir une vidéo avec un son si moche et si... C'était pas limpide, bref. En attendant, j'ai réussi à retomber sur mes pattes et à trouver un sujet, ma foi, très intéressant, qui est les arnaques et l'art de l'escroquerie. Alors, eh bien, c'est parti. L'art de l'escroquerie, l'histoire de 5 célèbres arnaqueurs. Les escrocs existent depuis des siècles, s'attaquant à des personnes sans méfiance et exploitant leur désir de richesse et de sécurité. Qu'il s'agisse de systèmes pyramidaux élaborés ou de vols d'identité audacieux, l'histoire est remplie de récits d'escrocs rusés. Si les méthodes et les moyens utilisés étaient différents avant l'ère d'Internet, la nature fondamentale de l'escroquerie reste inchangée. Tromper les autres pour en tirer un profit personnel. Voici 5 des imposteurs les plus
avec seulement 2,5 $ en poche, est surtout connu comme le créateur du système de Ponzi. Ponzi a découvert les différences entre les taux de change des timbres postaux internationaux qui valent chacun 5 cents. Voyant là une occasion de gagner de l'argent, il a commencé à acheter des timbres bon marché dans des pays où la valeur de la monnaie baissait et les a échangés contre de l'argent aux États-Unis. Plus tard, il a recruté des personnes en Europe pour lui envoyer des timbres qu'il a revendus aux États-Unis avec profit. Ponzi a étendu son système en promettant aux gens ordinaires d'énormes retours sur investissement, attirant des milliers de personnes qui lui confiaient leur argent. Cependant, au lieu d'investir l'argent comme il l'avait promis, il utilisait les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les rendements aux investisseurs précédents. Ce modèle pyramidal insoutenable, connu et utilisé par la suite par de nombreux autres, a fini par s'effondrer. Victor Lustig, l'homme qui a vendu 2 fois la Tour Eiffel. En 1925, Victor Lustig apprend par un journal que l'entretien de la Tour Eiffel est devenu coûteux. Se faisant passer pour un fonctionnaire, Lustig convainc des ferrailleurs que la Tour Eiffel est vouée à la démolition. Il obtient un devis d'un ferrailleur en France, vend les droits de récupération du métal, encaisse une somme importante et disparaît aussitôt. Le ferrailleur avait tellement honte de s'être fait avoir qu'il n'est pas allé voir la police. Après l'escroquerie, Lustig s'installe à Vienne, mais il revient à Paris un mois plus tard pour essayer de vendre la Tour Eiffel à différents ferrailleurs. Bien qu'il ait échoué cette deuxième fois, il a pu échapper à l'arrestation, ce qui lui a valu le surnom de l'homme qui a vendu la Tour Eiffel. Gregor MacGregor, un agent immobilier prospère dans un pays fictif. Gregor MacGregor, soldat et aventurier écossais, est surtout connu pour avoir orchestré l'une des escroqueries les plus audacieuses de l'histoire, la vente de propriétés dans un pays qui n'existait pas. Au début du XIXe siècle, MacGregor a prétendu être le cacique, le chef, d'un pays fictif d'Amérique centrale appelé Boyé. Il décrivait Boyé comme un paradis tropical regorgeant de ressources naturelles et d'opportunités de colonisation et d'investissement. Il a publié des brochures élaborées, des cartes fabriquées de toutes pièces, des témoignages et des descriptions des richesses supposées du pays. Ses efforts de marketing ont été couronnés de succès et ont séduit des centaines d'investisseurs et de colons enthousiastes, attirés par la promesse de richesse et d'opportunités à Boyé. Nombreux sont ceux qui vendaient leurs biens et investissent les économies de toute une vie dans l'aventure, croyant entamer un nouveau chapitre prospère de leur vie. Cependant, Boyé n'existait pas et la terre était une jungle inhospitalière. De nombreux investisseurs perdent leur fortune et MacGregor échappe au châtiment en s'enfuyant en France. Fernand Waldo Demara, le maître de l'usurpation d'identité. Fernando Waldo Demara, également connu sous le nom de Grand Imposteur, était un maître de la tromperie dont les exploits feraient pâlir d'envie n'importe quel escroc contemporain. Sous une série d'identités volées, Demara a travaillé comme ingénieur civil, diplômé en zoologie, docteur en psychologie appliquée, moine, trappiste et bénédictin, directeur adjoint d'une prison du Texas, doyen de philosophie d'un collège de Pennsylvanie,
aide-soignant dans un hôpital, avocat et enseignant, entre autres. L'une des plus incroyables imitations de Desmarats a eu lieu en 1951 lorsqu'il a pris l'identité du docteur Joseph Cyr, un chirurgien, et qu'il s'est engagé dans la marine royale canadienne. Bien qu'il n'ait reçu aucune formation médicale, Desmarats a effectué des opérations chirurgicales à bord du NCSM Cayuga pendant la guerre de Corée, en s'attirant des éloges pour son habileté. Sacré personnage. Amy Bock, la femme qui s'est fait passer pour un homme afin d'épouser une riche veuve. Amy Bock, une magicienne néo-zélandaise origine de Tasmanie, a passé une grande partie de sa vie à commettre de petites fraudes. Son schéma habituel consistait à faire des déclarations bouleversantes à son employeur ou à d'autres connaissances pour obtenir de l'argent ou des biens. Elle a également tenté diverses autres escroqueries comme prendre des montres pour les faire réparer et prétendre les avoir perdues, faire des achats sous le nom de son employeur ou d'une connaissance, ou vendre des billets pour des concerts ou des événements qui n'ont jamais eu lieu. Amy Bock a poursuivi ses escroqueries pendant la majeure partie de sa vie, mais après sa sortie de prison, elle a orchestré l'escroquerie de sa vie. Elle s'est fait passer pour un homme nommé Percy Redwood, un riche éleveur de moutons. Sous cette fausse identité, Amy a courtisé et épousé Agnès Ottaway, une riche veuve, en 1909. Ce mariage a permis à Amy Bock d'accéder à l'importante fortune d'Agnès Ottaway, qu'elle a rapidement commencé à dilapider en achats extravagants et en jeux d'argent. Sa tromperie a finalement été découverte lorsque la famille d'Ottaway a commencé à avoir des soupçons et a lancé une enquête. Se protéger des escroqueries. Les escroqueries existent depuis des siècles. Les imposteurs et les fraudeurs trouvant des moyens nouveaux et créatifs pour tromper les gens. Même les contes de fées ont tenté de nous mettre en garde contre les dangers d'une confiance trop facile. Personne n'est à l'abri d'être victime d'une escroquerie, surtout lorsque nous sommes tentés par des offres qui semblent trop belles pour être vraies, du style maison en pain d'épices. Les reclus de Montflanquin, cette famille française escroquée et qui a vécu retranchée chez elle pendant 8 ans. Donc c'est un article qui date de juin 2024. Le 26 juin 2024. Le 19 juin dernier, Canal+ a diffusé les premiers épisodes de Les Reclus, une famille sous emprise. Ce nouveau programme s'inspire d'une famille française qui a été escroquée à la fin des années 1990. Pour son nouveau documentaire diffusé sur Canal+, intitulé Les Reclus, une famille sous emprise, Sandrine Cohen s'est inspirée d'une histoire aussi folle qu'intrigante. Le programme raconte en effet l'histoire des De Védrine, une famille protestante issue de l'aristocratie dont le destin a basculé à la fin des années 1990. La raison ? Ghislaine De Védrine, directrice de l'école professionnelle La Femme Secrétaire, a rencontré Thierry Tilly, fondateur d'une entreprise chargée
de restaurer l'établissement scolaire. Ce dernier était déjà connu des services de police pour escroquerie. Rapidement, les liens professionnels entre Ghislaine de Védrine et Thierry Tilly ont évolué vers une relation plus amicale. Malheureusement, l'escroc s'est rendu compte que la directrice d'école était une femme vulnérable dont il pouvait tirer profit. Les de Védrine, une famille sous l'emprise d'un escroc. Malheureusement, Thierry Tilly a réussi à manipuler Ghislaine de Védrine et toute sa famille. Comme le rapporte l'INA, l'escroc a en effet persuadé les de Védrine qu'un complot les menaçait. Faisant mine de les protéger, Thierry Tilly les a ensuite convaincus de se réfugier dans leur maison familiale à Montflanquin. La famille y a vécu recluse pendant près de 7 ans, entre 1999 et 2006. Une période pendant laquelle le voleur, lui, a également extorqué pas moins de 4,5 millions d'euros. Malheureusement, le calvaire des de Védrine était loin de s'achever. La famille s'est en effet laissée convaincre de déménager à Oxford, en Angleterre, là où vivait Thierry Tilly. Là encore, Ghislaine et ses proches ont été manipulés et ont été incités à vivre reclus de la société. Comment la famille a-t-elle réussi à se libérer de cette emprise? Ce n'est que 3 ans plus tard, en 2009, que les de Védrine ont réussi à sortir de cette emprise. Christine de Védrine avait en effet réussi à s'échapper de la maison où elle vivait avant de porter plainte contre Thierry Tilly. Cela a permis aux autorités d'arrêter le manipulateur et de libérer la famille de son emprise. En 2012, Thierry Tilly a finalement été jugé au tribunal correctionnel de Bordeaux. Au terme du procès, l'escroc a été condamné à 8 ans de prison ferme pour escroquerie et abus de faiblesse. Mais ce n'est pas tout. Sa peine a été alourdie 1 an plus tard en appel à 10 ans de prison ferme. Et oui, des fois, à faire appel, vaut mieux s'abstenir. De William Hope à Wolfgang Beltracchi, les arnaques les plus audacieuses de l'histoire. Abuser de la crédulité des autres est un art sans cesse réinventé par les rois de l'escroquerie. Les arnaques jalonnent l'histoire depuis des siècles. Ces escroqueries, souvent dignes de scénarios de films, ont concerné des sommes parfois colossales, laissant leurs victimes abasourdies et ruinées. Explorant certaines des fraudes les plus ingénieuses et surprenantes jamais perpétrées. De l'escroquerie de la Tour Eiffel au fait du bois de Cottingley, découvrez comment ces arnaques ont été orchestrées. William Hope, le médium capable de photographier les fantômes. Ce spécialiste de la photographie des esprits prétendait être un médium capable de figer des fantômes sur pellicule. Avec une telle promesse, ces clichés ont attiré de nombreux parents et épouses endeuillés durant la Première Guerre mondiale. Toutefois, en 1922, sa supercherie est dénoncée. Il réalisait ses apparitions supposées paranormales en jouant de la longueur des prises de vue et du phénomène d'exposition multiple. Superposer 2 ou plusieurs images sur la même pellicule. La révélation de la fraude ne suffira pas à entamer l'enthousiasme pour ce type de photo. Le père de Sherlock Holmes, l'illustre Sir Arthur Conan Doyle, spirit convaincu, irait jusqu'à prendre la défense de Hope, qu'il considère comme victime d'une cabale. Un soutien qui lui assurera du travail jusqu'à sa mort en 1933.
Jean Lustig, l'homme qui a vendu la Tour Eiffel. En 1925, installé à Paris au luxueux hôtel de Crillon, cet arnaqueur autrichien de haut vol lit dans les journaux que la célèbre Tour Eiffel connaît des problèmes de maintenance. Il se fait alors passer pour un haut cadre ministériel et reçoit 5 ferrailleurs afin de leur faire part du projet de la mairie, réduire la tour en pièces détachées. L'un d'entre eux, André Poisson, se laisse berner et verse à Lustig le montant du contrat. Mort de honte, il n'osera même pas aller voir la police. L'imposteur n'en était pas à son coup d'essai. Aux États-Unis, au début des années 1920, il avait réussi à escroquer Al Capone en personne. Le Fire Festival, le festival qui n'a jamais eu lieu, ce devait être l'événement musical du printemps 2017, ultra VIP sur une plage de rêve aux Bahamas. Le Fire Festival a pourtant tourné au fiasco spectaculaire, annulé le jour de son ouverture, laissant en plan les 5000 participants qui avaient déboursé jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour se procurer leur billet d'entrée. Le tout sous une pluie diluvienne. L'organisateur américain Billy McFarland a été condamné en 2018 à 6 ans de prison pour fraude et a dû rembourser 26 millions de dollars. Sitôt libéré, il a commencé à vendre des places pour une deuxième édition annoncée pour décembre. John Romulus Brinkley, le faux médecin. Faussement diplômé en médecine, cet Américain a greffé, à partir de 1918, dans sa clinique du Kansas, des testicules de bouc à des patients qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, puis à des hommes souffrant de troubles de l'érection et de problèmes de prostate. Oula. Charlatan mais fin businessman, il facturait l'équivalent actuel de plus de 15 000 dollars des opérations qui consistaient à ajouter des glandes animales dans le scrotum sans ablation des testicules. Ça me dégoûte. Beaucoup de patients sont morts, évidemment, des suites de l'intervention de ce chirurgien autoproclamé. Star médiatique à la tête de sa propre émission de radio, il ne sera interdit d'exercer et traduit en justice qu'en mars 1939. Hans le Malin, un cheval surdoué en mathématiques. Cet étalon, star en Allemagne au début du XXe siècle, n'était pas le surdoué en mathématiques que son propriétaire et professeur, Wilhelm von Osten, prétendait. En 1904, face à la popularité de Hans, une étude très approfondie a été menée en aveugle par un psychologue. L'équité a été interrogé sans voir qui le questionnait et l'examinateur ne connaissait ni les questions ni les réponses à l'avance. Patatras, le cheval échoua alors en calcul comme en lecture. Ce que Hans avait bel et bien appris, ce n'était ni l'arithmétique ni l'allemand, mais les comportements et langages corporels familiers des humains qui le testaient. Son extraordinaire capacité à interpréter l'attitude de ses maîtres l'aidait à répondre correctement et ainsi être récompensé. Et ça, c'est malin. Frank Abagnale, l'un des escrocs les plus célèbres des États-Unis. En 1969, la police française a mis la main sur Frank Abagnale, l'un des escrocs les plus célèbres des États-Unis, immortalisé dans le film Catch Me If You Can de Steven Spielberg en 2002 par Leonardo DiCaprio. Avant ses 21 ans, il avait déjà produit plus de 2,5 millions de dollars de faux chèques et s'était fait passer pour un pilote d'avion, un médecin ou un avocat. Après 5 années de prison, il a
employé ses talents au service du FBI et est devenu légalement millionnaire. L'affaire des fées des bois de Cottingley. Selon les clichés pris entre 1917 et 1920 par deux cousines adolescentes dans cette région du Yorkshire, des fées peuplent les bois de Cottingley. À l'époque, l'affaire fait grand bruit et 5 photographies les montrant avec de petites créatures ailées passionnent les occultistes. Ce n'est qu'une fois devenue octogénaire dans les années 1980 qu'Elsie et Frances ont fini par reconnaître avoir truqué les photos grâce à des faits en carton découpés dans un livre pour enfants. À l'exception de la 5e photo qui était vraie selon elle. Gregor MacGregor, l'escroc qui a réussi à vendre une île imaginaire. Se présentant comme le cacique du Poyet, un territoire riche et plein de promesses bordant le golfe du Honduras, Gregor MacGregor dupe colons et investisseurs à partir de 1817 et durant plus de 15 ans. Certes, ce mercenaire écossais a bien obtenu du seigneur local 32 000 m² de terre, mais elles sont inhospitalières et incultivables. Cela ne l'empêche pas de vendre son fief comme un Eldorado, lui inventant cartes, monnaies, dépliants, blasons à licorne et moult documents officiels. En 1822, les 250 premiers arrivés comprennent que le Poyet n'a vraiment rien d'un pays de cocagne. Ceux qui survivent au voyage retour dénoncent la supercherie à Londres, sans pour autant que MacGregor ne soit condamné pour fraude. Et enfin, Wolfgang Beltracchi, un faussaire de talent. Pendant des dizaines d'années, Wolfgang Beltracchi, faussaire allemand de talent, a imaginé et peint des toiles disparues et dont il n'existait aucune photo. Il a ainsi signé des Max Ernst, André Derain, Fernand Léger ou encore Raoul Defy. Complice, sa femme Hélène se chargeait ensuite de les faire authentifier et de les vendre à de prestigieux marchands d'art. Jusqu'à ce que des analyses chimiques sur un tableau révèlent l'usage d'un pigment anachronique et fassent s'écrouler leur lucratif business. Condamné en 2011 à de courtes peines de prison, le couple s'est empressé, à sa libération, de glorifier son parcours, multipliant livres, apparitions médiatiques et autres documentaires. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur les escrocs et les fraudes les plus audacieuses de l'histoire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu vous détendre, vous relaxer, vous changer les idées et surtout, prenez bien soin de vous et faites attention aux escrocs et aux fraudeurs. Célèbre youtubeuse True Crime, gardez l'œil ouvert. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ASMR, je vous souhaite une excellente nuit, une très bonne journée, une très bonne semaine ou un très bon week-end. Et j'espère vraiment que vous allez pouvoir regarder cette vidéo et que le son sera parfait. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.